11 juin 2024, le Sénégal a vécu un moment historique. Ses premiers litres de pétrole ont été extraits de son sol par la compagnie australienne Woodside. Contrairement à d'autres états de la sous-région comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie ou encore le Bénin, c'est la première fois de son histoire que ce pays de l'Afrique de l'Ouest extrait du pétrole de son sol. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pour une raison simple. Les Sénégalais et l'État du Sénégal risquaient de ne pas profiter de la manne de ces hydrocarbures. Plusieurs contrats pétroliers et gaziers ont été signés dans des conditions frauduleuses qui défavorisaient l'État du Sénégal. Et tout ça avec la complicité de Sénégalais haut placés, des hommes d'affaires et des hommes politiques en collusion avec des hommes d'affaires douteux. Et parmi tous ces contrats, il y en avait un qui avait particulièrement fait polémique en 2019 et qu'on appelle aujourd'hui affaire Petro-Tim. Aujourd'hui, je vous propose une immersion dans les coulisses de l'affaire Petro-Tim. Vous verrez comment un seul investisseur roumain a pu, avec l'aide du frère du chef de l'État, priver les Sénégalais de 10 milliards de dollars en jouant constamment avec les lois. Pour créer cet épisode, je me suis basé sur plusieurs supports, dont ce livre de Ousmane Sonko, Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation, qui entre en profondeur dans l'affaire. Vous pouvez aussi trouver toutes les autres sources en description. D'abord, pour comprendre l'histoire particulière du Sénégal avec ses hydrocarbures, ses ressources pétrolières et gazières, et comprendre pourquoi le pays a attendu si longtemps pour les exploiter, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis 1917 au moins, des traces de bitume révélatrices de pétrole sont régulièrement trouvées sur la presqu'île du Cap-Vert. Mais il faut attendre 1952 pour que le Bureau des recherches pétrolières de l'Afrique occidentale française se décide d'étudier les possibilités du Sénégal. Des recherches actives à terre sont menées de 1952 à 1961, puis en mer de 1962 jusqu'aux années 70, et en 1959, 10 000 m3 de gaz ont été détectés à Diamniadio 2, puis un an plus tard, 5 000 m3 d'huile sont extraits à Diamniadio 4. Le gouvernement sénégalais prend conscience que son sous-sol est riche, mais ne dispose pas de la technologie nécessaire et ne pouvait pas non plus se permettre de mobiliser seul l'argent requis pour l'exploration pétrolière parce que cette activité est très risquée en termes d'investissement, étant donné que 85% des explorations pétrolières dans le monde se soldent par un échec. Et le Sénégal, qui a souvent du mal à boucler ses budgets pour payer les bourses de ses étudiants, ne pouvait pas se permettre de mettre sur la table 100 millions de dollars pour un investissement aussi risqué. De plus, même si le sol sénégalais comporte des ressources, la Société des pétroles du Sénégal n'en a trouvé aucun qui était commercialement viable de 1957 à 1961. Alors le gouvernement sénégalais décide d'explorer aussi les sous-sols marins. Et pour ça, il fait appel à la compagnie pétrolière d'Afrique de l'Ouest en 1963. Puis grâce à des techniques nouvelles, Total trouve un premier gisement au large des côtes de la Casamance. Il trouve 100 millions de tonnes d'huile potentiellement exploitables pendant 15 ans. Mais le problème, c'est que les coûts d'extraction sont beaucoup trop élevés et Total n'est pas sûr de pouvoir tirer les bénéfices de ce gisement. Finalement, après 8 ans à sonder le sol marin du Sénégal, Total jette l'éponge et se retire de la Casamance en 1971. Il faudra attendre 20 ans, plus exactement le 5 janvier 2000, pour que la société Vanco International Ltd déclare au magazine américain Offshore avoir trouvé des réserves de gaz gigantesques et commercialement viables au large du Sénégal. En 2016, un rapport de l'US Geological Surveys National and Global Petroleum Assessment écrit ceci au sujet du Sénégal. Les volumes moyens sont estimés à 2,350 millions de barils de pétrole et 567 millions de barils de gaz naturel liquéfié, et la taille moyenne de gisement de gaz est de 3,505 milliards de pieds cubes de gaz. Maintenant, pour organiser l'extraction des hydrocarbures de son sous-sol, l'État du Sénégal divise son territoire terrestre et côtier en 16 blocs. Parmi ces 16 blocs, 2 sont particulièrement prometteurs en termes de gaz. Dès la fin de l'année 2010, la junior britannique Tullow Oil se positionne pour obtenir un contrat de recherche et de partage de production sur ces 2 blocs. Tullow Oil est littéralement le partenaire rêvé pour le gouvernement Wade parce qu'elle dispose tout simplement d'une expérience prouvée dans l'extraction de pétrole et de gaz depuis des champs offshore. Au Gabon par exemple, dans les années 90, elle a réussi à exploiter des champs que plusieurs majors boudaient. Et entre 2008 et 2010, c'est elle qui a aidé le Ghana à réaliser sa première production majeure dans le champ offshore Jubilee. Et pourtant, à la surprise de tous, en 2012, le président Abdoulaye Wade attribue ces 2 blocs prometteurs à une société inconnue, Petro-Tim. Et vous allez voir que cette action va faire l'objet d'un immense scandale quelques années plus tard. Pour que vous compreniez pourquoi l'attribution des blocs Kayar profond et Saint-Louis profond a déclenché un tollé, il faut s'intéresser à la chronologie des événements. Comme je l'ai dit plus haut, le président Wade et son super ministre et fils Karim Wade signent un contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures sur les 2 blocs de Kayar profond et Saint-Louis profond. Et quand je dis que Karim Wade était un super ministre, je n'exagère pas. La presse sénégalaise lui avait même donné le surnom de ministre de la Terre et du Ciel. Il était en même temps ministre de l'État, ministre de la coopération internationale, ministre de l'aménagement de territoire, des transports aériens
et des infrastructures et de l'énergie. Et ce cumul de fonctions successives aura un impact sur la suite de l'histoire de l'affaire Petrotim. Le 19 janvier 2012, soit 2 jours après la signature du contrat entre Petrotim et le duo père-fils Wade, Petrotim est créé aux îles Vierges britanniques. Et tout de suite, on peut remarquer un gros problème dans ce contrat. Comment une société inexistante peut remporter un contrat avec un État? Pire encore, le code pétrolier du Sénégal, article 8 de la loi 9805 stipule: nul ne peut être titulaire d'un titre minier d'hydrocarbures ou d'un contrat de service s'il ne justifie pas des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien des opérations pétrolières. Et c'est là le deuxième problème. Petrotim ne pouvait pas justifier ses capacités techniques et financières pour la simple et bonne raison qu'elles n'existaient pas. Et pour ne rien arranger, Petrotim est créé dans un paradis fiscal dans les îles Vierges britanniques. Si vous trouvez que cette affaire est louche, attendez la suite. En fait, derrière Petrotim se cache un homme d'affaires qui se surnomme lui-même le parrain de l'Afrique de l'Ouest, et c'est Franck Timis. Franck Timis, né en Roumanie, diplômé d'une école professionnelle de mécanique automobile, il fuit la dictature de Ceausescu en 1981 et s'installe en Australie où il va faire fortune dans le secteur minier. Il est aussi arrêté 2 fois dans les années 80 pour trafic d'héroïne. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en Afrique, on le connaît pour 3 raisons. La première, c'est qu'il était le Roumain le plus riche du monde en 2012. La deuxième, c'est que c'est l'ami des entourages des chefs d'État. Et la troisième, ce sont ses déboires financiers. Au Burkina Faso, il est lié d'amitié avec François Compaoré, le frère de l'ancien président Blaise Compaoré. Et quelques temps plus tard, il décroche un contrat sur les minerais de Tambao dans l'extrême nord du pays. En Sierra Leone, il est ami avec Robert Alvin Sirleaf, le fils de la présidente et ancien patron de la compagnie pétrolière nationale. Quelques temps plus tard, il va décrocher un contrat sur la mine de Tonkolili au centre de la Sierra Leone. Au Sénégal, sous l'ère Wade, il est d'abord l'ami du ministre Sarr et de l'architecte contemporain Pierre Atepa Goudiaby, et ce sont ces deux membres de l'établissement sénégalais qui lui ouvrent les portes du palais de Abdoulaye Wade en 2011. Mais le problème, c'est qu'il a besoin de fonds pour que son entreprise Petrotim puisse justifier ses ressources financières et techniques. Et c'est là qu'entre en jeu un homme dont on sait peu de choses, Wong Jong-Wang, plus connu sous le nom d'Eddie Wong, un investisseur hongkongais. Ensemble, ils créent Petroasia Limited, détenu à 100% par Eddie Wong le 6 mars 2012, soit 45 jours après avoir reçu les blocs. Vous vous en doutez certainement, Petroasia aussi est créé dans un paradis fiscal. Timis et ses associés présentent Petrotim comme une filiale de Petroasia et affirment que cette dernière a non seulement les fonds nécessaires, mais aussi l'expérience et l'expertise nécessaires. Une société mère créée après sa société fille, étrange n'est-ce pas? Il ne manque plus qu'un décret présidentiel pour qu'ils puissent jouir de ses droits sur les 2 blocs. Sauf qu'il va y avoir un gros imprévu dans leur plan. Abdoulaye Wade, alors âgé de 86 ans, perd les élections. Le 25 mars 2012, les Sénégalais, excédés par le scandale gazier de Diamniadio et la tentative de mise en place d'une dynastie Wade à la Bongo, votent massivement pour l'opposition. Et le siège présidentiel revient alors à un ingénieur géologue de formation qui a fait carrière à Petrosen, qui a été ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydrocarbure avant d'être Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Et c'est Macky Sall. Âgé de 51 ans à l'époque, Macky Sall est issu de milieux modestes et fait des promesses séduisantes pour les électeurs sénégalais. Le rétablissement de l'état de droit, la gouvernance exemplaire et rassemblée et la justice indépendante et moderne. Dès son arrivée au palais de la République, il dénonce et annule 5 contrats miniers signés par son prédécesseur. Dans la foulée, il annule aussi 150 contrats spéciaux du Conseil économique, social et environnemental que l'ancien régime avait confiés à ses proches collaborateurs. Et là, un vent de réforme et de transparence souffle alors sur le secteur des hydrocarbures. C'est là que Tullow Oil, la junior britannique, mise au banc de touche par Abdoulaye Wade, décide de faire son comeback. Le 2 mai 2012, elle envoie une lettre au nouveau ministre de l'énergie et remplaçant du ministre du ciel et de la terre, Karim Wade. Elle conteste l'attribution des blocs de Saint-Louis offshore profond. La junior britannique va plus loin en précisant que non seulement il est en discussion avec l'État du Sénégal depuis 3 ans sur ces blocs, mais aussi qu'il lui avait été demandé 1,5 million de dollars par bloc en guise de frais officiels. Immédiatement, le chef de l'État, Macky Sall, ordonne une enquête de l'inspection générale d'État, l'IGE, et celle-ci est formelle. Elle conclut que le CRPP, le contrat de recherche et de partage de production, signé avec Petrotim, est illégal en raison de multiples violations du code pétrolier sénégalais. L'IGE va même plus loin et recommande au nouveau chef de l'État, Macky Sall, de ne pas approuver ce contrat parce qu'il n'y a aucun intérêt politique ou économique à valider ce contrat. Et pourtant, à la surprise de tous, le 19 juin 2012, le président Macky Sall signe les décrets numéro 2012-596 et 2012-597 portant sur l'approbation des contrats de recherche et de partage de production accordés à Petrotim sur ces 2 blocs. En 2013, il va même étendre la période de recherche de Petrotim sur ces 2 blocs, alors que Petrotim n'avait respecté aucune de ses obligations sur les plans sociaux et techniques.
technique. Sur 8 millions de dollars d'investissement promis, Petrotim n'en a déclaré que 2. Pire encore, Macky Sall va même faire un cadeau à Franck Timis en lui permettant de conserver 100% de sa superficie alors que la loi sénégalaise stipule que le maximum est de 70%. Le 3 juillet 2014, Petrotim transfère gratuitement toutes ses parts dans les 2 blocs à une autre société écran, Timis Corporation. Et ça, ni le ministre de l'énergie, ni la direction des impôts, et encore moins le président ne vont contester cette transaction ou même chercher à la taxer. En principe, pour une telle transaction, l'impôt sur les sociétés est de 30%. Et il faut aussi compter un droit d'enregistrement de 2%. D'ailleurs, dans son livre Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation, Ousmane Sonko du PASTEF estime les pertes pour le trésor public sénégalais à au moins 90 milliards de francs CFA. Pour justifier ce manque à gagner, l'ancien premier ministre M. Abdallah Dionne affirme que Petrotim était une filiale de Timis Corporation. Sauf qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, selon le registre des entreprises britanniques de gov.uk, Timis Mining Corporation UK Limited est une compagnie privée par part et dissoute le 23 juin 2015. Elle n'a qu'une seule part et est dirigée par, vous l'avez deviné, Franck Timis. Alors que Petrotim de son côté est une filiale de Petroasia, elle-même détenue à 100% par Eddie Wang, impossible alors que Timis Corporation et Petrotim soient des sociétés mère-fille. Le rachat des parts de Petrosen dans les blocs Caillard Profond et Saint-Louis Profond aurait donc dû être taxé. Pire encore, en 2014, Timis Corporation transfère à Cosmos Energy 60% des parts des 2 blocs en échange d'un prêt. Selon les informations du journaliste sénégalais Baba Aïdara, la double cession des blocs de Petrotim et Timis Corporation, puis à Cosmos Energy, s'est faite pour 400 millions de dollars. Là encore, l'État du Sénégal n'agit pas et ne fait pas valoir son droit de préemption. Et pour comprendre pourquoi les nouveaux dirigeants sénégalais n'ont rien fait dans l'affaire Petrotim, il faut que je vous parle d'un homme de l'ombre qui a pesé lourd dans les décisions présidentielles. J'appelle à la barre Aliou Sall. Journaliste de formation, Aliou Sall est connu des auditeurs d'Info7 et Sopiac Alternance dans les années 90. En 2000, il est nommé rédacteur en chef de Sopiac Alternance et organise la marche bleue qui porte Abdoulaye Wade au pouvoir. Et Abdoulaye Wade lui rend bien en le nommant conseiller technique de l'ambassade du Sénégal en Chine en 2006 après qu'il ait fini son cursus à l'ENA. Et il va être chargé du bureau des affaires économiques. Et c'est dans le cadre d'un cocktail d'affaires à Pékin en 2010 que l'homme d'affaires Goudiaby Atepa le présente à l'un de ses grands amis, Franck Timis. Et Franck Timis va le présenter ensuite à Eddie Wang. Et lorsque le vent se met à tourner pour le clan Wade à l'approche des élections de 2012, Franck Timis et Eddie Wang prennent conscience qu'ils ont besoin d'une porte d'entrée au sein du nouveau gouvernement. Et Aliou Sall avait une qualité qui leur plaît énormément. Il est le petit frère direct du nouveau président. Et tout de suite, les 2 hommes d'affaires vont confier à Aliou Sall le mandat de création de la filiale sénégalaise de Petrotim en juillet 2012. Aliou Sall en devient alors l'ambassadeur gérant et se fait grassement rémunérer. Et lors d'une audition de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption en 2019-2020, Aliou Sall déclare un salaire mensuel de 25 000 $ et il admet avoir reçu 10 millions de francs CFA en guise de frais de consultation alors qu'il n'a aucune formation et n'a aucune expérience dans le secteur pétrolier. Dans un mail révélé par la BBC, on peut lire ceci: nous sommes sur le point de régler la taxe de transfert due au gouvernement sénégalais, indique l'extrait du courrier. Au titre du paiement de taxes, Franck Timis aurait envoyé 250 000 $ sur le compte d'Aliou Sall par l'intermédiaire d'une société lui appartenant, Agrissar. Et vous vous doutez bien, sans surprise, Aliou Sall nie et conteste ces accusations et il dit ceci: c'est absolument faux. Je n'ai jamais reçu ni moi ni Agritrans 250 000 $ de Timis Corporation ou de Franck Timis. Je n'ai aucune idée de comment le nom d'Agrissar a pu apparaître à ce niveau. Je soupçonne qu'il y ait une intention de nuire. Et en parallèle, les avocats de Franck Timis, eux, parleront, je cite, d'une erreur comptable corrigée par la suite. Bref, tout roule pour l'alliance Aliou Sall, Timis et Eddie Wang. En mai 2016, Cosmos Energy annonce avoir découvert 1400 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel. Elles sont situées dans les puits Teranga 1 et 5 des blocs Saint-Louis offshore profond. Et toujours d'après l'américaine, le pétrole découvert au Sénégal est d'excellente qualité et dépasserait même celui de l'Arabie Saoudite. Et par conséquent, grâce au gisement de Saint-Louis offshore profond, le Sénégal peut bien devenir le 5e producteur de gaz naturel liquéfié en Afrique d'ici 2030. On parle de 2,3 à 10 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Pour vous donner une idée, d'après l'agence Ecofin, le Cameroun, un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, a exporté 1,6 million de tonnes de gaz naturel liquéfié en 2023 et a engrangé 631,5 milliards de francs CFA. Et ça, c'est plus du double du budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal en 2024. Budget qui s'élevait à 271 milliards de francs CFA. Et 7 mois plus tard, BP, British Petroleum, rachète 32,49% des parts à Cosmos Energy avant de racheter toutes les parts de Timis Corporation. On peut donc facilement dire que le grand gagnant de cette histoire n'est pas le peuple sénégalais, mais Franck Timis. Parce qu'en échange de la vente de ses parts, BP lui a versé 250 millions de dollars. Et écoutez bien, sur les 40 prochaines années, Franck Timis va
va toucher entre 9,27 et 12,56 milliards de dollars de royalties. Et ça alors qu'il n'avait pas respecté au départ ses engagements via Petrotim ni via Team Corporation. Et dans ce livre, Ousmane Sonko n'hésite pas à clamer haut et fort que depuis le début, le seul objectif de Timis, c'était la spéculation. Et pour ça, il a pu compter sur ses soutiens auprès de l'administration de Macky Sall. D'après lui, toutes ces magouilles se sont déroulées dans le silence et l'opacité la plus obscure. Et écoutez bien, le premier à avoir brisé le secret et à avoir dénoncé publiquement l'affaire Petrotim n'est nul autre que l'ancien président Abdoulaye Wade. Alors qu'il était étrangement silencieux sur le scandale des gisements de gaz de Diamniadio qu'il avait attribué à Forteza dans des conditions nébuleuses dans les années 2000, il a ouvertement accusé à lui Sall en novembre 2014 d'entreprise de spoliation. Et la polémique va prendre de l'ampleur avec la publication d'un reportage de la BBC en juin 2019, ce qui va forcément forcer le pouvoir sénégalais à prendre des sanctions. D'ailleurs, parlons-en de ces sanctions. Pour étouffer les soupçons de népotisme, de conflit d'intérêts et de corruption, le président Macky Sall sort du silence. Lorsqu'on lui avait demandé s'il y avait conflit d'intérêts du fait que son frère dirige Petrotim, voici sa réponse rapportée par Jeune Afrique. Je ne me mêle jamais de ma famille à la gestion du pays. Si mon frère a été amené à être cité dans des affaires de société privée, c'est parce que je lui avais justement indiqué très clairement, dès ma prise de fonction, qu'il ne bénéficiera jamais de ma part d'un décret de nomination, notamment en raison de l'histoire récente du Sénégal avec Wade père et Wade fils, et parce que je ne voulais justement pas être accusé de népotisme. Je lui avais même conseillé à l'époque d'essayer de voir dans le privé. Alors lorsque plus tard il est venu me dire qu'il avait signé un contrat dans une compagnie qui fait de l'exploration pétrolière, Timis Corp, honnêtement je ne voyais pas quel problème cela pouvait poser. Les médias ont pensé le contraire et la polémique a enflé. Dans la même année, en juin 2019, l'État du Sénégal lance une enquête sur cette affaire. Enquête qui a abouti à un non-lieu en 2020. En septembre 2019, Aliou Sall démissionne de son poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. De leur côté, BP et Cosmos Energy affirment avoir fait tous les contrôles anticorruption nécessaires. Toute cette saga va finir par une affaire classée sans suite par 10 milliards de dollars qui seront versés dans les poches d'un investisseur qui n'a presque rien investi. Et le pire, c'est que tout ce qui s'est passé avec Petrotim n'est pas un cas isolé au Sénégal. D'ailleurs, parlons-en de quelques cas similaires. Déjà en 2001, sous la présidence d'Abdoulaye Wade, le Sénégal a été spoilé sur le gaz de Diamniadio. Un homme d'affaires roumain, grand ami de Franck Timis, a reproduit le même schéma avec les deux derniers blocs du Sénégal. Et alors qu'il n'avait investi que 891 millions de francs contre 21 milliards promis, il les a vendus officiellement pour 10 millions de francs à une DAT Consultancy ZFE. Et le même schéma va être reproduit pour l'attribution de la zone Ultra Deep Offshore à Total dans les années 2015. Zone qui est 4 fois plus grande que Kayar et Saint-Louis profond. Elle est de loin l'une des plus prometteuses du Sénégal. Pourtant, elle a été attribuée sans expertise à Total. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ce dernier cas pour ne pas vous perdre. Mais si ça vous intéresse, allez lire le livre de l'ex-ministre sénégalais de l'énergie sous l'ère Macky Sall, Thierno Alassane Sall. Le livre est intitulé Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais de l'énergie de 2015 à 2017. Mais les amis, toutes ces magouilles sont en passe de changer. Du moins, c'est ce que le nouveau gouvernement promet au peuple sénégalais. En mars 2024, les Sénégalais ont élu un nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et Ousmane Sonko, qui avait vivement critiqué les contrats pétroliers dans son livre Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation, est désormais Premier ministre. À eux deux, ils promettent de revoir les contrats miniers, pétroliers, gaziers en défaveur du Sénégal. D'ailleurs, au micro d'Al Jazeera, le président Bassirou Diomaye Faye a réitéré sa promesse et il dit ceci. Nous avons mis en place depuis bientôt un mois un comité de lecture de l'ensemble des contrats. Ce comité est en train de travailler à faire l'inventaire des conventions et des contrats qui ont été signés par le Sénégal. Si ces parties, donc les parties étrangères, n'ont pas respecté les engagements et les obligations que la loi leur impose au Sénégal ou que les contrats qu'ils ont signés leur imposent, évidemment qu'il va falloir revenir à une plus grande équité. Et cette promesse est extrêmement attendue par les Sénégalais. Car le 11 février 2025, Cosmos Energy et BP ont extrait leur premier mètre cube de gaz naturel liquéfié dans les deux blocs de l'affaire Petrotim. Au moment où j'écris cette vidéo, nous sommes encore en attente des résultats des processus de renégociation des contrats pétroliers et gaziers. Les amis, cette vidéo a nécessité énormément de recherches pour trouver les bonnes informations, mais je suis aussi conscient que je peux avoir oublié quelque chose. Par exemple, je n'ai pas détaillé en profondeur le fonctionnement des contrats pétroliers, les contrats de recherche et de partage de production. Je vais le faire par écrit dans les commentaires. Et de votre côté, vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez ou ce que vous savez au sujet du pétrole et du gaz sénégalais. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Peace.